Nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre partie débat pour ce soir. Un débat qui concerne les relations entre l'Égypte et la Bulgarie. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio Dr Cherif Amir, professeur en géopolitique à l'Université de Paris. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, on voudrait parler de l'importance actuelle de cette visite et du moment de la visite. Bien sûr, c'est une visite très importante stratégiquement et surtout sécuritairement, sur le niveau sécuritaire, parce que on vient de recevoir la déclaration du président Trump que c'est fini avec les mouvements terroristes en Syrie. Il a dit littéralement que le califat est tombé là-bas. Mais il a ajouté, il a dit qu'il y a quelques éléments en Irak, on va les poursuivre. Cela veut dire que lorsqu'il y a des éléments, c'est-à-dire qu'il y aura des déploiements de ces mouvements terroristes ailleurs. Et pour avoir ce déploiement des mouvements terroristes, il y a toujours un réseau. Il y a la Turquie, comme ça a été d'abord pour infiltrer la Syrie, c'était toujours la Turquie. La Turquie, il y a tous les pays balkans qui sont impliqués, bien sûr, dans le trafic de ces moudjahidines ou ces mouvements. Et il y a des pays qui sont touchés par cette déclaration, et on l'a vu, le sommet trilatéral de l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, c'est-à-dire où est-ce que ces terroristes vont après. Et on sait tous que l'Égypte a travaillé avec les pays balkans et surtout avec la Bulgarie. Le président ici était là-bas en Bulgarie à plusieurs reprises parce que c'est un point où il y a eu ces réseaux de trafic où on pouvait faire bouger ces éléments terroristes loin des yeux des renseignements, ensuite les faire débarquer sur le Méditerranée pour le Sinaï. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que l'Égypte est en train de travailler à combler les lacunes stratégiques sur ce point. Je suis sûr que le président ici avec son homologue bulgare, ils ont travaillé sur l'échange de renseignements. L'échange de renseignements qui vont quitter le territoire syrien à travers la Turquie pour aller en Bulgarie, parce que c'est un mouvement de cercle pour décevoir le mouvement de renseignement, les services de renseignement. Alors c'est très intelligent de notre part de contacter les réseaux parallèles. C'est-à-dire on ne travaille pas uniquement sur la Turquie, mais on va travailler sur le dossier où est-ce que vont ces éléments dans le Balkan. Voilà. Bon, outre le dossier sécuritaire qui est bien entendu très important, quels sont les principaux dossiers qui ont été abordés aussi? Bien sûr, l'Égypte et la Bulgarie sont des pôles très importants sur le tourisme au Moyen-Orient. Et on voit qu'il y a un concurrent qui est la Turquie, qui est en état de mutation, il y a des problèmes là-bas, alors que l'Égypte est en train de témoigner de la stabilité. Donc, il faut travailler avec nos amis dans cette région aussi pour que les agences de voyage travaillent sur l'échange des touristes bulgares qui viennent en Égypte et réciproquement, beaucoup d'Égyptiens souhaitent y aller au lieu d'aller par exemple en Turquie. Donc, c'est un dossier très important. Parce que pour la Bulgarie, pour l'Égypte, le tourisme est une source économique très importante. Bon. L'Égypte aspire à renforcer ses relations avec la Bulgarie. Ça a été une déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères, Samer Shoukry, lors de sa réunion en novembre dernier à Sofia avec le président bulgare Roumen Radev. On va voir plus de détails concernant cette déclaration et on en parle juste après. Et nous revoilà de retour et donc on poursuit avec Dr Cherif Amir. Donc d'après vous, la déclaration du ministre des Affaires étrangères Samer Shoukry de renforcer les relations entre l'Égypte et la Bulgarie, est-ce qu'on peut dire que entre octobre 2018 et mars 2019, les relations aujourd'hui sont un peu plus solides? Bien sûr, c'est encore plus solide parce que l'Égypte, comme elle a maintenant la présidence de l'Union africaine, beaucoup de données ont changé. Les flux migratoires maintenant
ils ont été arrêtés à un certain moment parce que l'Égypte a fait beaucoup des efforts là-dessus. Et on sait que les pays Balkans étaient les premières victimes sur ce plan-là. L'Égypte a montré aussi qu'elle a un pouvoir de contrôler certains flux aussi de mouvements terroristes par le renseignement et par l'échange. Donc, l'importance de l'Égypte, surtout que la Bulgarie est un membre de l'Union européenne, c'est que l'Égypte est un partenaire fiable. On est un partenaire solide, on n'a jamais pratiqué le chantage, jamais on a cherché à être un poids, un fardeau de demander d'aide économique uniquement. Non, ils ont besoin de l'Égypte. Et ces pays, surtout dans les Balkans, ils savent qu'au Moyen-Orient, il y a malheureusement un désastre. Et peu de pays sont encore capables de tenir jusqu'à la fin. Et c'est l'Égypte qui est le seul pays fiable dans ce domaine. Bon, on reprend avec nos reportages. L'Égypte et la Bulgarie sont liés par plusieurs accords dans le domaine de l'investissement. Ces accords ont été signés le mois dernier à Sofia dans le domaine de l'accroissement des investissements mutuels, de la création d'un conseil des investissements conjoints, de l'élargissement des exportations égyptiennes et de la coopération dans les domaines des énergies renouvelables. On voit un reportage et tout de suite après, on parlera des investissements. La première session du comité ministériel conjoint Égypte-Bulgare pour la coopération économique, scientifique et technique s'est tenue à Sofia sous la présidence de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale Sahar Nasr et du ministre roumain de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts. La délégation égyptienne comprenait des représentants des ministères de l'Investissement et de la Coopération internationale, de l'Électricité et des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Industrie, de l'Agriculture et de la Bonification des terres, de l'aviation civile, de l'autorité générale, de l'investissement et des zones franches de la zone économique, du canal de Suez, de l'organisme de développement des petites et moyennes projets et de l'énergie, ainsi qu'une délégation d'hommes d'affaires concernés de coopérer avec la Bulgarie. Le comité a examiné le renforcement des relations de coopération économique, scientifique et technique entre l'Égypte et la Bulgarie en mettant l'accent sur les domaines spécifiques déterminés à la suite d'une étude sur les avantages comparatifs des deux pays et sur les besoins et priorités de la partie égyptienne afin de garantir le maximum d'avantages pour les parties tels que l'investissement, le commerce, l'industrie, l'électricité et l'énergie renouvelable. En plus de discuter des moyens et des mécanismes pour augmenter les investissements conjoints et les échanges commerciaux entre les deux pays et augmenter le nombre de touristes bulgares venant en Égypte. Et nous revoilà de retour encore une fois. Donc, on a mentionné quelques points assez importants, les investissements bulgares en Égypte et surtout l'augmentation des exportations égyptiennes vers la Bulgarie. Bien sûr, l'Égypte essaye d'entrer dans le marché de l'Union européenne par toute manière, par toutes les possibilités qu'on a. Et bien sûr, il ne faut pas toujours penser sur l'Union européenne, que ça c'est la partie de l'Europe, c'est-à-dire la France, l'Italie et tout, mais il y a aussi les Balkans. Et c'est très intéressant de travailler avec ces partenaires. Et je crois que si le moment on arrive à faire de l'exportation qui ont des règlements sur des bases de l'Union européenne qui sont appliqués en Bulgarie, en Roumanie, d'autres pays du Balkan, et les produits égyptiens sont acceptés là-bas, donc automatiquement, sur ces bases, on sera aussi les bienvenus dans d'autres pays. Donc il faut travailler sur ce dossier, à comprendre les marchés là-bas. Je crois que aussi ouvrir l'investissement pour les petits projets de la Bulgarie ici en Égypte, parce qu'on a plusieurs niveaux d'investissement. On a dans le secteur du canal du Suez, on a d'autres parties en Égypte aussi où il y a les zones industrielles. Donc, il y a pour les petits et les grands projets. Et je suis sûr que le moment où on peut vraiment consolider cette relation économique d'échange,
avec la Bulgarie, ce sera après ça très facile de renouer l'exportation des produits, par exemple des légumes de l'Égypte, produits agricoles, pour le reste de l'Union européenne. Donc c'est une stratégie de travailler pas à pas jusqu'à arriver à un but, c'est en fait l'exportation des produits égyptiens à toute l'Union européenne. Mais surtout que maintenant, avec la valeur actuelle de la livre égyptienne face au dollar, je pense que c'est quand même un point intéressant pour les Européens, non? Bien sûr, et l'euro aussi, c'est un problème là-dessus. Et donc, je trouve que l'Égypte doit saisir l'occasion et travailler avec des partenaires ciblés comme la Bulgarie et d'autres pays qui sont moyennement qui sont pas très prospères économiquement dans l'Union européenne, pour leur montrer qu'ils ont intérêt de travailler avec des partenaires en dehors de l'Union. Et je crois que là, la monnaie égyptienne sera un élément intéressant à ces pays-là qui ne sont pas économiquement très forts, et ça ne va pas leur coûter beaucoup. Et je crois que dans ce cas-là, on pourra travailler rapidement, surtout que la Bulgarie n'est pas dans la zone d'euro. Donc c'est très important pour nous à saisir ce La point. Bulgarie ne fait pas partie de l'Union européenne? Oui, mais elle n'est pas dans la zone d'euro pour l'instant. Alors là, c'est important de comprendre ce point-là et de travailler sur ce point avant que les conditions soient plus dures pour nous. Bon, et quel genre d'investissement bulgare peut-on avoir en Égypte? Alors, d'abord, il faut voir ce que la Bulgarie a comme production. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que aussi la Bulgarie a une expertise dans l'industrie militaire très importante. Donc l'échange... C'est pour ça que les responsables militaires égyptiens et bulgares étaient présents aujourd'hui. Bien sûr. Et l'Égypte, dans sa doctrine militaire, on a une doctrine de diversité, de relations avec plusieurs pays. Et surtout, les relations avec les pays de l'Europe de l'Est sur ce secteur, elle est très ancienne, depuis l'époque des années 50. Alors, nous, on a travaillé déjà avec la Bulgarie sur ce domaine. Je crois qu'il y aura des zones de collaboration sur l'armement, sur les industries militaires. Et il y aura aussi, comme je viens de vous expliquer, la question du tourisme. Il y aura aussi on aura des idées comment à rendre cette industrie encore plus prospère. Pourquoi pas ne pas avoir l'expérience de la Bulgarie là-bas, ils ont des très belles côtes là-bas, de venir et de les introduire ici. Donc ces deux secteurs sont très importants. Et c'est très important de rappeler que l'Égypte et surtout la Bulgarie, ils ont des relations historiques sur ces deux domaines. Très bien. Bon, on va passer maintenant au renforcement des relations de l'Égypte avec la Bulgarie. Ceci intervient dans le cadre de la coopération solide entre le Caire et l'Union européenne. Justement, il y a 3 mois, le Conseil de l'Union européenne a publié un rapport sur les relations avec l'Égypte. Les domaines de coopération entre les deux parties sont variés et concernent notamment le développement socio-économique, la recherche scientifique, l'énergie, la migration, la lutte contre le terrorisme et les problèmes régionaux. Un commentaire et on en parle. Le Conseil européen souligne dans son rapport que les objectifs sont atteints et se félicite du succès de cette coopération. Le commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement a déclaré qu'au cours de la dernière année, l'Union européenne a intensifié ses actions pour soutenir l'Égypte dans la réforme de son économie, œuvrant pour une croissance durable et inclusive, affirmant que l'UE continuera à aider l'Égypte à relever les défis socio-économiques et continuera à œuvrer de concert pour la stabilité et la prospérité de la région. Pour la haute représentante de l'UE, Federica Mogherini, l'Égypte, sa stabilité et son développement sont essentiels pour l'Union européenne
ses États membres et l'ensemble de la région. C'est pourquoi nous avons signé nos priorités de partenariat et renforcé notre engagement déjà fort pour le peuple égyptien. L'UE constitue la principale source d'investissement direct étranger pour l'Égypte à hauteur de 60%. Elle fait office de premier partenaire commercial de l'Égypte concernant les importations et les exportations. L'ensemble des engagements d'assistance financière de l'UE en faveur de l'Égypte est estimé à plus de 1,3 milliard d'euros de dons. Au cours de l'année dernière, l'engagement de l'UE envers l'Égypte a été réaffirmé. L'Égypte, en tant qu'acteur régional fort, continue de s'engager sur des questions régionales et internationales telles que l'Union africaine qu'elle préside en 2019, les questions syriennes et libyennes ou encore le processus de paix au Moyen-Orient. Le pays, dirigé par le président Abdel Fattah el-Sisi, est un allié incontournable de l'Union européenne s'agissant de la question migratoire. Nous voilà de retour, mesdames et messieurs. Donc, docteur Cherif Amir, votre évaluation aujourd'hui pour le statut de l'Égypte au sein de l'Europe, comment est-ce que vous l'évaluez? C'est un statut stratégique, ça c'est le plus important à mentionner. L'Égypte est un partenaire stratégique sur le combat du terrorisme, combat des flux migratoires, l'immigration clandestine, dans l'échange de renseignements et surtout aussi économiquement, parce que, vu la situation au Moyen-Orient, il y a peu de pays qui sont maintenant solides et fiables dans ce domaine. Et l'Égypte prend des étapes très sérieuses pour confirmer ce statut. Je crois que l'Europe occidentale, que ce soit la France, l'Allemagne, ils ont compris depuis longtemps que l'investissement avec l'Égypte actuelle est très important, on a vu ça. Concernant les relations avec l'Italie, on a la compagnie Eni et aussi on a la coopération sur l'immigration clandestine. Avec l'Europe centrale, on a le président ici, il a une excellente relation avec son homologue Orban, Viktor Orban, qui est un leader très important là-bas sur l'échange économique et sécuritaire. Et maintenant, voilà, on passe à l'extrême, c'est-à-dire les Balkans. On voit que c'est très important la position de l'Égypte pour eux. Et donc, en global, sur les schémas européens, l'Égypte est un partenaire fiable, partenaire très intéressant pour l'Europe sur tous ces domaines, et surtout que leur partenaire traditionnel qui était la Turquie est en crise continuelle avec eux. Donc, je suis très optimiste que ça va se développer sur un intérêt commun. Et comment cela se passe maintenant entre pays de l'Union européenne? Il y a des crises qui ont survenu, surtout on témoigne maintenant du problème entre l'Italie et la France sur la question migratoire. Le gouvernement populiste qui sont installés, qui ont été démocratiquement élus en Italie, ils refusent la politique de Bruxelles, de l'Union européenne. En France, le président Emmanuel Macron, il trouve que non, il faut universalisme, une coopération très élargie et qu'on impose à d'autres pays les règlements de l'Union européenne. Donc il y a une crise très grave. On a même vu il y a quelques semaines l'ambassade le Quai d'Orsay, qui est le ministère des Affaires étrangères en France, a convoqué l'ambassadeur d'Italie parce qu'il y a eu des remarques mutuelles sur les affaires de Gilets jaunes, par exemple, en France. Donc c'est une crise. Je crois que aussi il y a les pays du centre de l'Europe qui sont les Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, l'Hongrie, la Slovénie et la République tchèque, qui refusent les doctrines migratoires de l'Union européenne, de Bruxelles, à accepter des taux de migration chez eux. Ils ont dit non. Donc la crise, elle est très profonde là-bas maintenant. On a le Brexit qui est maintenant, c'est un accouchement très difficile pour les Britanniques actuellement. Et on a bien sûr les mouvements intérieurs. Gilets jaunes en France, en Allemagne, beaucoup des immigrés on ne sait pas comment l'Allemagne va faire avec le nombre des immigrés syriens là-bas. Je crois que l'Union européenne va témoigner une période extrêmement difficile.
et il y aura des dégâts. Est-ce qu'il y aura des pays qui vont suivre les étapes de l'Angleterre, comme l'Italie par exemple, et quitter l'Union? C'est probable. Mais justement, et financièrement parlant, comment va l'Union européenne? L'Union européenne, bien sûr, avec le taux de l'euro, c'est d'abord un gros problème pour certains pays. L'euro correspond très bien aux marques allemandes, mais ne correspond pas avec la même force. Et au franc français aussi? Non, parce que le franc français est trop faible par rapport à l'euro. C'est pour cela les pays qui sont capables à sortir de cette impasse, c'était par exemple l'Angleterre, qui n'était pas dans l'euro, qui a gardé sa monnaie. C'était très facile pour elle de dire on quitte. Bien sûr. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et tous ces pays, ils sont coincés, ils ne peuvent pas sortir très facilement parce que leur économie va s'effondrer d'une façon ou d'autre s'ils sortent de la zone euro. Alors je trouve qu'il y a une impasse historique maintenant. La France témoigne d'une situation très grave. L'Italie, maintenant, elle est décidée à s'éloigner petit à petit de l'Union européenne. Les pays du centre de l'Europe, un grand pays comme la Pologne, par exemple, ils refusent que l'Europe soit vraiment la base des conseils, et des doctrines et des directives pour eux. Donc, je crois que, je ne veux pas dire que le bateau coule, mais c'est très inquiétant parce que les populations ne sont pas vraiment sur un niveau de vie très confortable comme ils l'imaginaient sous l'Union européenne. Est-ce que c'était un choix pour les pays européens de changer leur monnaie ou pas? Parce qu'il y a certains pays qui ont changé, d'autres pas, comme la Hongrie par exemple, qui garde toujours sa monnaie. Justement, il y a eu un accord entre les pays de zone euro de dire on va travailler tous ensemble à avoir une zone économique et une monnaie économique unie. Ils ont cru, certains pays qui ont été faibles, qu'ils seront comme l'Allemagne s'ils vont avoir l'euro comme monnaie. Or, la France, par exemple, lorsqu'elle a abandonné le franc français, ils sont devenus en dette et ils sont devenus dans une situation très périlleuse par rapport au salaire. Et les prix, si on voyage à Paris, les prix pendant le franc, c'est très différent des prix sous l'euro. Donc cet accord était très séduisant au départ, mais le seul pays qui a tenu, c'est l'Allemagne, parce que ça correspond aux marques allemandes à la même force. C'est-à-dire si les Allemands veulent aujourd'hui quitter l'euro, ils ont le marque allemand, ça sera très bien pour eux. Mais la France, pas comme ça. Et la lire italienne, pareil. Mais ils ont fait ce choix pour se soutenir l'un de l'autre. La Grèce a accepté de quitter le drachme, par exemple, pour l'euro. Et maintenant, lorsque l'économie grecque s'est effondrée, ils ont demandé à l'Europe de tout acheter avec l'euro et d'acheter leurs institutions. Regardez, par exemple, les aéroports là-bas, ils sont maintenant sous le contrôle de l'Allemagne. Donc c'est une crise, c'était un piège, une crise qui n'a pas été bien gérée dès le départ. Beaucoup de Français savent que s'ils sortent de l'euro, ils vont payer un prix très cher. Et je crois que c'est très grave actuellement. Mais l'euro ne va pas tenir pour longtemps avec cette situation. Bon, avant de terminer quand même, on voudrait parler des résultats les plus significatifs de la visite d'aujourd'hui. Le résultat le plus significatif, c'est que l'Égypte agit très vite par rapport à ce qui se passe en Syrie. Oui, il y a les bastions du mouvement de Daesh qui ont été détruits, mais on sait très bien qu'il y a des djihadistes qui ont été mis dans des avions pour la France. Et d'autres qui sont encore qui sont pas liquidés. Ils sont sur le territoire, selon Trump, ils sont en Irak. Mais on sait tous qu'ils circulent. Il faut coordonner, et on a coordonné avec nos partenaires européens, et on a coordonné aujourd'hui avec les pays balkans qui sont impliqués dans ces réseaux. On a coordonné avec nos frères des pays arabes, la Jordanie et l'Irak.
Je crois que l'Égypte, aujourd'hui, a souligné à tout le monde l'aspect qu'on est réveillé. On ne va pas laisser les choses changer autour de nous et qu'on ne va pas regarder sous nos pieds uniquement. Non, on va regarder au-delà de la Méditerranée. On va voir ce que les autres partenaires ils ont. On a les yeux partout, les services de renseignement, et on sait très bien qu'il y a un réseau de terrorisme qui circule et qu'à la fin, nous sommes une cible. Alors, le message est clair, on est très éveillé. Tout à fait. Et donc, est-ce que vous pensez que dans la prochaine période, on peut s'attendre à un nombre d'investissements importants, non seulement bulgares, mais surtout européens en Égypte? Ça, les pays européens, ils n'ont pas d'autre alternative dans la région, dans le bassin méditerranéen. Regardez sur le nord, le côte, c'est-à-dire le côte sud de Méditerranée. On a tous les pays d'Afrique du Nord, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, l'Algérie aussi témoigne d'une crise politique très grave. Il n'y a que l'Égypte maintenant, qui est un pays qui a traversé ces problèmes et qui a transmis le message qu'on est prêt à cette coopération. Je trouve qu'il y a plusieurs axes de coopération. Parmi eux, c'est l'échange économique. Donc, je suis très optimiste là-dessus. Sauf que le contexte international est très difficile. Pas tous les pays sont prêts à faire des investissements maintenant, rapidement, au Moyen-Orient, vu la situation. On voit maintenant qu'on attend à des changements géopolitiques. On voit avec ce qui se passait avec le plateau du Golan. On a vu avec le terrorisme en Syrie. Donc, je crois qu'il y aura une attente pour voir ce qui va arriver prochainement. Et concernant justement le plateau du Golan, quel poids a eu l'action de Donald Trump dans le monde concernant le plateau du Golan? Écoutez, il faut comprendre la pensée de Donald Trump. C'est une pensée de jeu d'échecs. Il a calculé d'abord ce qu'il a fait comme gain sur le territoire syrien contre Daesh. C'était les Russes qui ont tout gagné. Alors, pour faire un contre-attaque, il a dit, bon, puisque les Russes, ils avaient leurs partenaires là-bas, c'était les Iraniens, on va bloquer ça aux Iraniens et on va octroyer à Israël le plateau du Golan. Israël qui est déjà là. Donc, je crois que c'est une chose très critique, c'est une étape très importante parce que, tout simplement, il a marginalisé beaucoup de pays arabes parce que, tout simplement, c'est l'Iran. On sait la garde révolutionnaire iranienne, elle est très proche, donc le choix est très difficile. La sécurité du monde arabe contre l'Iran ou la souveraineté d'un pays arabe. Mais les Nations Unies ont complètement renié cette action. Bien sûr, les Nations Unies, mais comme on voit, même les Nations Unies, maintenant, il y a le poids de veto, il y a tout est paralysé là-bas. Aucune résolution est impliquée. Les Nations Unies n'a rien dit sur le Venezuela, par exemple, ce qui se passe là-bas. Donc, c'est juste un écran. Mais la réalité, c'est sur le terrain. Et je crois qu'un acteur comme la Russie ne vont pas accepter facilement ces changements rapidement. Certainement. Docteur Cherif Amir, professeur en géopolitique à l'Université de Paris, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.